Bonjour à tous, merci d'être là. Ici votre animatrice Vanessa Ross. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons la Ville de Laval, le Collège Montmorency, la ressource ATP et Association des hommes d'affaires du Plein Évangile Canada. Ensuite, pour votre vitrine communautaire, la Société littéraire de Laval, le Théâtre d'art lyrique de Laval et nous recevons Denise Blanchette du Collège Montmorency. Bienvenue à Laval en bref. Et voici Marie-André Paillard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on débute l'émission avec un coup de chapeau et pas n'importe lequel. C'est le prix d'art, un prix d'excellence en internationalisation pour le Collège Montmorency. Félicitations. Merci. Et premièrement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que l'internationalisation d'un collège? Bien, en fait, nous, au collège, vous savez, on est un petit village, on est une communauté. Chaque année, il y a 6 000 étudiants qui sont accueillis au collège, 700 professeurs. Tous ces gens-là vivent et travaillent ensemble pour réaliser la mission première du collège qui est l'éducation. Donc, c'est un lieu de transmission de savoir, mais évidemment, on a le souci de transmettre ces savoirs-là dans le contexte bien particulier du monde d'aujourd'hui. Et bien, je ne vous l'apprends pas, le monde d'aujourd'hui est de plus en plus ouvert. Les frontières sont de moins en moins grandes au niveau social, au niveau économique. Donc, le collège a comme souci d'intégrer à sa mission là, la transmission des savoirs et dans un contexte de citoyens ouverts sur le monde. Donc, l'internationalisation d'un collège, c'est la mise sur pied de projets et d'activités qui permettent aux étudiants, mais aussi à leurs professeurs, de développer des connaissances, des compétences. D'autres cultures. Exactement, qui leur permettent d'évoluer dans le monde d'aujourd'hui. OK, un exemple de ça, par exemple, vous êtes venu il y a quelques semaines et vous avez parlé d'une collecte de bicyclettes. Ça, c'était un événement qui s'est passé il n'y a pas très, très longtemps. C'est ça. Dimanche dernier, au Collège Montmorency, les employés du collège ont mis sur pied une collecte de vélos inutilisés. On a collecté 65 vélos grâce à la générosité des citoyens là, de Laval qui sont partis ou qui partiront dans les prochaines semaines là, à destination d'Haïti. Donc, c'est une activité internationale à l'intérieur même du collège. Là. Et ça fait partie de toutes les activités que vous organisez. Pouvez-vous m'en donner d'autres exemples de quelque chose qui peut être international? Oui, bien c'est sûr que quand on pense à l'internationalisation, on pense beaucoup à des projets de mobilité étudiante à l'extérieur du Québec. Donc, par exemple, on a un cours obligatoire de français. Le deuxième cours obligatoire de français, c'est possible de s'inscrire à un parcours littéraire parisien. Donc, les étudiants s'inscrivent à ce cours-là, lisent différents livres d'auteurs parisiens ou qui se situent à Paris pendant toute leur session et au mois de mars partent sur les traces de ces auteurs-là dans la ville de Paris. On a aussi un cours d'initiation à la coopération internationale. Donc, on suit pendant toute l'année des cours d'espagnol, des cours de communication interculturelle. On fait des levées de fonds aussi pour pouvoir partir à la fin de l'année pendant un mois en Bolivie dans un organisme de coopération. J'imagine que les étudiants et les professeurs adorent ces concepts-là. Avez-vous justement des témoignages? En avez-vous eu? Oui, bien, par exemple, si je pense à une étudiante qui s'appelle Amélie qui a fait le cours d'initiation à la coopération internationale là, l'année dernière, elle a découvert plein de choses, bon, évidemment sur une autre culture, sur ses collègues avec qui elle est partie, mais sur elle-même aussi. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de sang-froid, qu'elle avait beaucoup de compassion pour les gens malades. Et c'est une étudiante en administration qui, la session prochaine, entame une technique en soins infirmiers pour devenir éventuellement infirmière sans frontières. Donc, ça a vraiment un impact, si vous voulez, sur notre ouverture sur le monde, mais sur notre connaissance de soi aussi. Oui, je connais quelqu'un qui fait ça, Infirmières sans frontières, puis c'est pas facile. Hein? Non, c'est ça. Il faut être bien averti. J'imagine que grâce à ces programmes-là, ils le sont. Oui. Et en avez-vous d'autres, peut-être des professeurs, j'imagine, qui doivent être très passionnés d'offrir ce cours-là ou ces activités-là? Bien évidemment, il y a les professeurs qui encadrent les projets de mobilité pour les étudiants, mais au collège, dans l'internationalisation, on a aussi des projets de coopération internationale. Donc, le collège s'associe avec un lycée sénégalais, par exemple, et va permettre à ce lycée-là au Sénégal d'ouvrir une technique en génie civil. Donc, nous, ici, on a une technique en génie civil. On se rend grâce à un financement de l'Agence canadienne de développement international au Sénégal avec des conseillers pédagogiques
pédagogiques, des professeurs du département de génie civil et on aide ce lycée-là à démarrer un programme de génie civil. Donc, c'est vraiment une internationalisation qui se fait non seulement pour les étudiants. C'est les professeurs ou c'est le cégep qui fait ça, c'est pas les élèves? C'est les professeurs et le personnel du cégep. Okay. Donc, eux, quand ils reviennent, évidemment, ils ont intégré toute cette ouverture sur le monde. Ils l'ont vécu eux-mêmes. Donc, c'est facile pour eux d'en parler à leurs étudiants. Parce que c'est pas tous les étudiants du collège qui vont partir à l'étranger, mais c'est tous les étudiants du collège qui peuvent avoir cette ouverture sur le monde-là pour aborder leur façon d'être dans le monde puis leur façon de travailler éventuellement aussi. Vous devez faire beaucoup de choses pour recevoir le prix d'or. Pour quelle raison est-ce que c'est le Collège Montmorency qui l'a reçu? Bien, en fait, le Collège a vraiment fait de l'internationalisation une de ses priorités depuis les 10 dernières années. Okay. Donc, ça permet de dire aujourd'hui qu'il y a plus de 400 étudiants qui partent chaque année dans différents projets, sont accompagnés d'une centaine de professeurs. On avait 5 projets de coopération internationale l'année dernière. Donc, on est vraiment un leader, non seulement au niveau québécois, mais aussi au niveau canadien. Donc, c'est ça qui a été souligné par l'Association canadienne des collèges communautaires là, qui nous a remis ce prix-là cette année. Et c'est qui le reçoit, ça? Est-ce que vous le recevez par la poste au collège? Est-ce qu'il y a une cérémonie? Ça a été remis lors d'une cérémonie là, au printemps dernier. Donc, Mme Denise Blanchette, la directrice générale du collège, a reçu le prix en compagnie du directeur de l'International. Et on va la rencontrer tout à l'heure. Tout à fait. Mais elle a tenu, d'ailleurs, en recevant le prix, à mentionner que c'est toute la communauté du Collège Montmorency là, qui se méritait ce prix-là, parce que pour intégrer des pratiques internationales dans son institution, tous les services, tous les employés doivent faire un effort particulier pour innover, pour être originaux, pour donner des fois aussi un petit coup de pédale de plus. Donc, très bien dit. Oui. Après avoir réussi tout ça, qu'est-ce qui s'en vient, là? En fait, la session d'automne là, vient de recommencer au Collège Montmorency. Ça a été un peu bousculé là, par la grève étudiante. Mais les projets internationaux reprennent de plus belle. Les professeurs, les étudiants sont très enthousiastes de se relancer dans ces différents projets-là. Donc, on partira encore aux 4 coins du monde cette année au Collège Montmorency. Très bien. Et bien sûr, ça peut intéresser peut-être des jeunes qui écoutent ça en ce moment, qui se disent « Ah, quel collège choisir? » Si jamais vous aimez tout ce qui est international, les autres cultures... ça pourrait être une bonne idée de venir s'inscrire au Collège Montmorency. Pour plus d'informations, on peut aller sur le... Bien, sur le site Internet du Collège, il y a une section qui s'appelle « Activités internationales » et vous allez avoir dans cette section-là l'inventaire de tous les projets qui se sont faits l'année dernière au Collège Montmorency. Donc. C'est excellent. Merci beaucoup à vous. Merci. Félicitations encore. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Je vous présente Aimée Dufour-Desrosiers. Bonjour. Enchantée. Alors, vous êtes ici pour la Ville de Laval et vous êtes ici pour nous parler des résidus domestiques dangereux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un résidu domestique dangereux? Un résidu domestique dangereux, en fait, qu'on appelle souvent là, RDD là, pour écourter, ce sont des produits domestiques qu'on utilise à la maison, là, soit dans le garage, dans le jardin, la cuisine ou la salle de bain, puis qui constituent un danger là, au moment de leur élimination là, en fin de vie. C'est important de toujours garder en tête que c'est des produits qui ne doivent pas être mis aux ordures ni dans les égouts, puisque c'est ça, ils peuvent être nocifs pour l'environnement et la santé humaine. OK. Puis quels sont les principaux résidus là, qu'on retrouve dans nos foyers à Laval? À Laval, c'est sûr que l'inventaire est très varié. Principalement, on retrouve le matériel informatique et électronique, ça, par exemple, téléviseur, lecteur MP3, cellulaire. Juste pour donner une idée, là, lors de la dernière collecte de résidus domestiques dangereux qu'il y a eu à Laval, on en a recueilli 11 tonnes seulement de ça. Donc, ça équivaut là, au quart de la totalité de ce qu'on a recueilli. Mais on a également là, la peinture, les solvants, les batteries. Au début, quand vous me parliez de résidus domestiques dangereux, moi, j'imaginais justement des produits chimiques. Je n'avais pas pensé à tous les objets électroniques. C'est vrai, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Oui, puis on en génère beaucoup. Donc, c'est ça. Comme je vous dis, c'est très varié. Là. Ça va jusqu'aux pneus, jusqu'aux bonbonnes de propane. Donc, c'est très large. OK. Mais quelles sont les conséquences d'une mauvaise élimination, justement, de ces produits-là? Comme j'ai décrit brièvement, en fait, c'est des risques de contamination, soit de l'air, du sol et de l'eau. Si on prend, par exemple, ce qui est volatile, comme les gaz, par exemple, un gaz réfrigérant qui va se retrouver dans un réfrigérateur, c'est volatile, ça se promène par voie aérienne et ça peut contribuer au phénomène des changements climatiques ou carrément attaquer la couche d'ozone. Donc, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Puis il y a beaucoup de ces produits-là qui vont prendre énormément de temps pour se décomposer. Tout à fait.
Donc, j'imagine qu'il doit y avoir une façon plus efficace de se débarrasser de ces choses. Oui, tout à fait. En fait, la Ville offre 2 collectes par année à ses citoyens, soit une en mai et une en septembre. À ce moment-là, vous pouvez apporter à peu près l'ensemble de vos résidus domestiques dangereux. Cette collecte-là est tenue à l'hôtel de ville et une preuve de résidence est exigée. Par contre, ce qu'on suggère aux citoyens, c'est de se rendre, on les dirige vers les commerces, certaines entreprises privées qui font ces collectes-là à l'année. Donc, souvent, c'est des collectes qui sont gratuites, puis au moins, le citoyen n'est pas pris avec ses résidus domestiques. Ça ne demande pas d'entreposage. Donc, mais qu'est-ce que vous faites après avec ces produits-là, vous? Nous, c'est géré par une entreprise privée. Là, donc, tous ces produits-là sont triés, ont chacun leur conteneur, puis ensuite, c'est soit recyclé ou soit éliminé là, de façon... Non, c'est jamais brûlé. Là. Surtout pas. C'est la dernière... Parce que moi, j'ai déjà vu ça, le brûlage de pneus puis tout ça. Oui, mais c'est vraiment pas fait à la Ville. Là, quand c'est fait, même, c'est décrié. C'est complètement illégal là, de faire ça. OK, c'est ce que donc, nous, ça va être du recyclage, principalement. OK. Donc, vous avez dit que les citoyens lavallois peuvent se rendre à l'hôtel de ville. Là. Ça, c'est 2 fois par année. Oui. Puis, si on veut de l'information en attendant où on peut aller porter ces choses-là, ça va être sur le site Web? Oui, c'est ça. En fait, on a mis 3 outils là, à la disposition des citoyens pour les aider là, à prendre les bons choix dans l'élimination de leurs résidus domestiques dangereux. D'abord, on a le guide de récupération en ligne qui est un moteur de recherche qu'on trouve sous l'onglet Environnement du portail de la Ville. Puis, c'est très, très simple. Dans le fond, la personne a juste à inscrire le nom du produit qu'elle veut éliminer. Puis, le moteur de recherche lui suggère une liste d'endroits où elle peut aller. On a aussi un dépliant qui est le guide de récupération offert par les entreprises privées. C'est une liste, en fait. Là, on retrouve les noms des entreprises, leurs coordonnées. Puis, on a vraiment un large... Oui, c'est ça. Il y a vraiment un large éventail. Ce qu'on suggère aux citoyens, par contre, autant pour ce dépliant-là que pour notre guide de récupération en ligne, c'est quand même d'appeler le commerçant avant de se déplacer. Parce qu'il y a des changements. Nous, on met ces bases de données-là à jour très régulièrement, mais ça change constamment. Donc, pour éviter d'arriver là, avec un paquet de pots de peinture puis repartir avec, on suggère d'appeler. Est-ce qu'on a un gros problème à Laval, justement, avec les objets comme ça, ou ça va quand même bien? Là, les gens disposent d'une façon sécuritaire? Bien, en fait, je vous dirais qu'au niveau... on a peu d'indicateurs par rapport à ça. Là. Okay. Par contre, avec la collecte des RDD, on voit que les citoyens se présentent beaucoup. On a vu une hausse dans les dernières années. Puis même au niveau des commerces, là, on sensibilise beaucoup les gens à ça. Il y a un autre outil, en fait, qu'on a mis sur pied pour justement, parce qu'on parle d'élimination, mais dans le fond, la meilleure façon d'éliminer complètement un RDD, c'est de ne pas le créer, c'est de ne pas l'utiliser. Oui. Donc, c'est un guide de solutions, tout à fait, de solutions alternatives à ces produits-là. Donc, par exemple, on peut donner des recettes pour remplacer certains produits d'entretien ménager, des répulsifs. Comme on entend parler du vinaigre là, pour... oui, avec le bicarbonate de soude. Ouais. Ça, certaines personnes on leur réserve des appréhensions, mais il y a des solutions encore plus efficaces que ça. Puis en fait, c'est vraiment... Il y a des produits qu'on peut choisir qui, à la base, là, comme certaines peintures pour peinturer la maison, là, il y en a qui sont faites à base de produits plus écologiques. Oui, ou sans COV, là, qui est un composé volatile. Donc, c'est ça. Ça permet de, justement, pas créer ce résidu-là. Alors, on commence avec ça. Oui, tout à fait. Ce serait la première chose, surtout pour... moi, j'ai beaucoup d'amis qui partent en appartement, donc c'est le temps où on achète tous ces produits-là. Donc, moi, je vais aller m'en chercher quelques copies puis distribuer ça. Alors, ce serait une bonne idée aussi, tout le monde, d'en parler. C'est très important, notre environnement. Merci beaucoup à la Ville de Laval d'avoir reparti ce projet et merci beaucoup à toi. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Voici maintenant Catherine Murray-Truchon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici de la ressource ATP. Oui. Alors, ça, c'est un organisme. ATP veut dire? En fait, ATP signifie anxiété, trouble de panique. On est un organisme communautaire qui offre des services pour des gens qui vivent de l'anxiété. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de l'anxiété sur le territoire de Laval? Oui, vraiment beaucoup. En fait, la population canadienne, c'est à peu près 12 % de la population qui vivent de l'anxiété. Okay. On attend toutes les autres problématiques aussi liées à l'anxiété dans ce 12 %-là.
Mais c'est sûr, c'est une problématique qui est très répandue. Mais l'anxiété, c'est l'anxiété qui se développe par rapport au stress de vie, au travail, ou c'est des gens qui sont naturellement là, anxieux? En fait, je dirais il y a un peu les deux. Il y a l'anxiété situationnelle, des gens qui vont vivre l'anxiété par rapport à une situation précise de leur vie. Des gens que ça s'est développé depuis l'enfance, donc qui ont toujours été anxieux. Oui, exactement. Ou, ça peut être l'anxiété liée à une autre maladie, soit un cancer, une dépression. Donc, l'anxiété va survenir après la maladie, dans des cas comme ça. Donc, vous aidez les gens avec le trouble d'anxiété. De quelle façon est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous êtes dans un centre, les gens vont là-bas, ou c'est des activités? En fait, nous, c'est des groupes d'entraide qu'on offre. Donc, c'est des groupes qui ont lieu 3 fois par semaine. Chaque groupe dure 2 heures. Il y a environ, je vous dirais, une dizaine de participants. Comment que ça fonctionne? Le groupe est divisé en 2 parties. Donc, en première partie, c'est un moment vraiment où les membres peuvent parler de comment ils se sentent, comment ils ont vécu leur semaine, les moments anxiogènes qu'ils ont eus ou des moments qui ont mieux été. C'est vraiment leur moment à eux pour partager qu'est-ce qu'ils vivent par rapport à leur anxiété avec des gens qui vivent la même problématique, donc qui comprennent qu'est-ce qu'ils vivent. Donc ça, c'est la première partie de la rencontre. Oui, exactement. Et la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout de suite après la première partie, on fait une relaxation qui dure à peu près une dizaine de minutes. Donc, comme ça, on se calme vraiment pour l'atelier. On laisse la poussière retomber. Exactement. On a parlé, oui. Exactement. Et en deuxième partie, on a une thématique. La thématique va changer à chaque semaine. Donne-moi des exemples quand même. Oui. Par exemple, comme cette semaine, on va parler d'estime de soi. La semaine passée, on a parlé d'apprendre à dire non. On peut parler d'anxiété de performance, des résolutions de conflits. Donc, on va aborder des sujets qui sont anxiogènes pour la personne. Qui aborde ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un thérapeute ou un spécialiste qui est là à tous les rencontres? En fait, nous, on est 2 animatrices. Moi, je suis technicienne en travail social et l'autre animatrice qui est avec moi, une formation en santé mentale. OK. Donc, c'est un peu le mélange, je vous dirais, de... l'autre animatrice a aussi un trouble anxieux. Et c'est vous qui préparez les thèmes? Oui, exactement. Donc, par exemple, si on prend par exemple l'estime de soi comme étant votre thème, disons, pour ce soir. Là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous avez des petits travaux sur l'estime de soi? Ou c'est une discussion ou c'est une genre de lecture? C'est un peu les deux. Je dirais, on commence toujours par un peu de théorie. Donc, si je prends l'exemple d'aujourd'hui, ça va être vraiment, c'est quoi l'estime de soi? C'est quoi le lien avec l'estime de soi et l'anxiété? Comment ça peut affecter notre anxiété ou comment est-ce que notre anxiété peut affecter l'estime de soi? Ensuite, on fait une discussion de groupe. Donc, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes. Et on a toujours un petit atelier. Donc, les gens vont mettre en pratique ce dont on a parlé. Si on leur a donné des trucs, des outils, ils vont les mettre en pratique à ce moment-là. Et les gens repartent toujours avec un document qu'ils ramènent à la maison. En plus? Oui, exactement. C'est bien parce qu'à tous les rencontres, à tous les semaines, il y a quelque chose de différent qu'on peut apprendre qui peut nous aider à évoluer. Là, c'est pas juste d'en parler, c'est tout le temps d'aller chercher de plus en plus de ressources, mettre ça dans notre coffre à outils. Exactement. C'est vraiment le coffre à outils. Comme tu dis, on mélange vraiment la partie théorique, la partie entraide et la partie, de mettre en pratique. Donc là, il y a 3 rencontres par semaine. Oui, exactement. Et pour participer à ça, est-ce qu'on doit téléphoner d'avance? Est-ce qu'on peut arriver... Oui, nous, on demande de nous appeler directement à la ressource avant. À ce moment-là, on va prendre rendez-vous avec la personne. Un petit 15-20 minutes, ça peut être avant une rencontre pour que la personne puisse participer. Donc, avant de commencer à venir à ces soirées-là, il y a une rencontre 1 à 1. Okay. Exactement, afin de connaître la problématique de la personne, ses attentes, ses besoins par rapport au groupe. Ici, c'est vraiment nous, la ressource qui va répondre à ses besoins. OK. Donc, 3 fois semaine, 10 personnes. Est-ce que c'est les mêmes personnes qui viennent ou c'est en général? La plupart du temps, oui. Les gens reviennent dans nos groupes. C'est sûr. Par contre, je vous dirais, il y en a qui vont revenir à chaque 2 semaines. Okay. Il y en a qui viennent une fois par mois et il y en a qui sont vraiment présents à chaque rencontre. Okay. Mais c'est le même noyau qui suit, je vous dirais, depuis à peu près 1 an et demi. Okay. Alors là, c'est ça, on a parlé pour participer, il faut avoir une rencontre 1 à 1. Sinon, quels sont les coûts pour... Pour devenir membre, ça coûte 5 $. Okay. Avec le 5 $, vous obtenez votre carte de membre qui est valable jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, donc en mars 2013. Et ça vous permet de venir au groupe d'entraide et de venir aux différents groupes aussi qu'on va offrir pendant l'année. C'est le prix de créer une carte. Exactement. C'est le prix de l'impression. C'est exactement. Et là, vous avez les groupes d'entraide, groupes d'accueil. C'est quoi la différence?
Un groupe d'accueil, c'est plus un groupe théorique. Donc, il faut s'inscrire pour venir à ces cours-là. C'est ça la différence. C'est un groupe qui est fermé. Donc, on va prendre à peu près 16 personnes et c'est les mêmes 16 personnes qui vont se suivre pendant 5 semaines. Et le groupe d'accueil, c'est vraiment, on retourne à la base. Donc, on va essayer d'expliquer c'est quoi l'anxiété. Pourquoi les gens vivent de l'anxiété, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, d'où vient l'anxiété. Donc, on parle des modèles familiaux, on va parler de l'enfance, on va parler de psychothérapie. Donc, vraiment, tout ce qui est théorique par rapport à l'anxiété pour que la personne puisse comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Comment on fait pour choisir qu'est-ce qui est mieux pour nous entre les groupes d'entraide ou groupes d'accueil? Je vous dirais les deux ensemble. C'est l'idéal. Pourquoi? Il y a une question de temps, souvent, là? Oui, exactement, une question de temps. Et la plupart du temps, les gens qui vont faire le groupe d'accueil vont laisser tomber le groupe d'entraide pour les 5 semaines. Et quand le groupe d'accueil va terminer, ils recommencent le groupe d'entraide. C'est vraiment afin de combiner... on commence par essayer de comprendre c'est quoi notre trouble anxieux. Il part de où? Et après, on va essayer de le travailler pour le diminuer. Donc ça, c'est les activités que vous offrez. Exactement. On a également un groupe qui commence lundi prochain, qui va avoir lieu chaque premier lundi du mois. Et ça également, c'est un groupe théorique, mais on va encore plus loin dans notre théorie, je veux dire. C'est-à-dire? C'est pour les gens qui veulent savoir qu'est-ce que l'anxiété va faire sur mon cerveau, qu'est-ce que ça fait sur mon corps, qu'est-ce que la médication fait. Donc, les ateliers ont été créés à l'aide de médecins, de psychothérapeutes, de psychologues, pour vraiment donner plus d'informations. Alors, Catherine, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et j'aimerais bien avoir le site web pour avoir plus d'informations. Oui, c'est le www.laressourceatp.org. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. Voici M. Yves Leclerc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci de nous recevoir. Alors, vous êtes ici de l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile. Qu'est-ce que c'est que cette association? OK. Nous sommes mieux connus dans le monde entier sous le nom de Full Gospel Businessman Fellowship, OK, parce que ça a commencé d'abord aux États-Unis, en Californie, où il y a plusieurs mouvements qui démarrent d'ailleurs. Et à travers le monde, même dans les pays francophones, on dit le Full Gospel. OK? Le Full Gospel. Ici, au Québec, on s'est traduit par Association des hommes d'affaires du Plein Évangile. OK. Et qu'est-ce que vous faites? OK. Nous, on est, si on peut dire en bon québécois, nous sommes pushers de Bible. Okay? On veut se promouvoir la parole de Dieu par nos témoignages. On ne fait pas de prédication, on ne fait pas d'enseignement biblique. On fait seulement donner notre témoignage, notre expérience personnelle vécue. Et pour ce faire, on se donne une tribune en organisant des déjeuners ou des soupers. Conférence. Où là, vous parlez d'une façon dont elle vous a touché ou marqué. Oui, habituellement. Ce que vous voulez dire quand vous dites un témoignage. Oui, c'est ça. Le conférencier invité prend environ 45 minutes pour expliquer quelle personne, quel individu pouvait être, qu'est-ce qui l'a marqué dans sa jeunesse ou dans la vie qu'il a menée, pour après expliquer quelle a été son expérience de rencontrer Jésus. Okay? Dans le sens qu'il y a eu une révélation, à savoir que la parole de Dieu, c'est véridique et qu'il devrait vivre en fonction de ça. Et après ça, la décision, qu'est-ce qu'il a compris de la parole de Dieu, quelle décision il a pris et les transformations que ça a apporté dans sa vie et dans son commerce aussi, dans sa business. Ouais. OK. Et puis là, les gens, justement, qui sont les conférenciers, est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde ou c'est des personnes qui sont très, très proches de l'Église? Non. En fait, c'est un mouvement laïque, interconfessionnel. Donc, on ne parle pas d'Église. On parle seulement de la parole de Dieu. Les gens peuvent aller à l'Église qu'ils veulent, avoir la religion qu'ils veulent, c'est pas grave. D'abord que c'est basé sur la parole de Dieu qui est la Bible. Okay? C'est le message, là, c'est pas... En fait, c'est d'arriver à une nouvelle naissance spirituelle. C'est que si habituellement, les gens sont élevés dans une certaine religion, ils la font plus ou moins, ou la font pas du tout, ou la font pas du tout. Oui. Et malgré tout, ils ont une mesure de foi en eux, qui devrait grandir. Alors, par un témoignage comme ça, ça fait éveiller la foi des gens. Et le nourrir. Et le nourrir aussi en même temps. Cependant, nous ne sommes pas une église ni une secte. Nous sommes seulement qu'une association de gens qui croient en Jésus comme sauveur personnel. Très bien. Là, je m'interroge sur quelque chose. C'est l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile. Bon, pourquoi hommes d'affaires? Bon, voici.
c'est que notre fondateur avait remarqué que dans les églises ou dans les campagnes d'évangélisation, il y avait beaucoup de dames et des enfants, mais très peu d'hommes. Alors, il a décidé de former une association pour que les hommes qui ont la foi puissent communiquer à d'autres hommes leur foi. OK? Donc, si un plombier parle à un autre plombier, ils ont déjà des points communs. Et à ce moment-là, celui qui a la foi peut venir qu'à parler de sa foi à l'autre plombier. La même chose, un dentiste peut approcher un dentiste, un ingénieur peut approcher un dentiste. Toujours dans l'idée de promouvoir. C'est que la spiritualité, les dames sont sensibles à la spiritualité, mais les hommes, ils n'en parlent pas. Jamais qu'on entend parler de ça dans le monde des affaires. Alors, c'est pour ça que si on se donne une tribune, les hommes peuvent communiquer aux autres hommes leurs convictions. Cependant, c'est sûr que nous avons besoin aussi de nos dames. Nos dames travaillent avec nous dans le mouvement. Et les jeunes gens sont invités aussi parce que le cadeau qu'on peut obtenir ici de la parole de Dieu, c'est bon pour les jeunes. C'est bon pour tout le monde. Pour tout le monde. Très bien. Et là, justement, parlez-nous du groupe qui est à Laval, parce que vous avez dit qu'il y avait des groupes partout dans le monde. Ça a commencé en Californie en 1951, donc il y en a de partout. Puis à Laval, ça fait combien de temps que ça existe? Très bien. J'ai été le président fondateur en 1985, en juillet 85. Okay. On a eu notre premier déjeuner et depuis ce temps-là, on a toujours eu un repas mensuel constamment, depuis 27 ans. D'accord. Alors, parlez-moi justement des activités qui s'en viennent, là, ces conférences-là, les déjeuners. Bon, très bien. Nous, on a choisi le deuxième samedi du mois pour avoir un déjeuner ou un souper. Mais si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est surtout pour promouvoir la convention qu'on va avoir du 8 au 10 novembre. Alors, à chaque année, on a une convention nationale au niveau du Canada, où les membres de partout dans le Canada se réunissent. Et cette année, c'est à Montréal. Okay? Dans le Grand Montréal, en réalité, parce que ça a déjà été à Laval, mais cette fois-ci, ça se fait au Holiday Inn à Pointe-Claire. Okay. On appelle ça le Grand Montréal. Quand on vient de Vancouver ou de Regina, c'est tout Montréal. C'est ça. Donc, nous avons pour 2 jours et demi, là, du jeudi soir au samedi soir, des invités spéciaux. Cette fois-ci, nous avons l'évangéliste Mario Massicotte, qui est très connu dans le milieu chrétien. Nous avons aussi un prédicateur très connu internationalement qui s'appelle David Martin. Ce sera tout traduit simultanément, tant en français qu'en anglais. Okay. Nous avons aussi le producteur du film Left Behind. Le monde chrétien connaît le film. Ils sont très impressionnés par ce film-là, c'est une présentation de l'enlèvement qui s'en vient bientôt. OK? Alors, c'est très étonnant, mais ce monsieur-là, il s'appelle Byron Jones, a fait des millions de dollars avec ce film-là et il a tout donné. Il ne s'est rien gardé. Okay? Il voulait s'assurer de ne pas être left behind. C'est ça. Voici, il y a aussi Madame Lépine, qui est la mère de Marc Lépine, qui a fait le carnage à la Polytechnique, qui va ouvrir son cœur aux dames dans un dîner. OK. Alors, pour participer à tout ça, comment est-ce qu'on s'y prend? Voici, les inscriptions se font par écrit. Cependant, étant donné que nous sommes à la dernière minute, si quelqu'un veut avoir de l'information ou s'inscrire, devrait me téléphoner. Ici à Laval, à 450-967-2695. Permettez-moi de répéter. 450-967-2695. D'accord, c'est affiché dans le bas de l'écran. Merci. Donc, on vous téléphone et puis on va trouver la façon de participer. Est-ce qu'on peut avoir une idée du prix pour participer à ça? Oui, il n'y a pas de frais d'inscription, ça va. Okay. Les gens peuvent assister aux conférences gratuitement. Cependant, presque à chaque conférence, il y a un repas. Et s'ils veulent participer avec le repas, bien, ça varie selon si c'est un déjeuner ou un souper. Entre 19 $ et 40 $ selon. Le samedi soir, c'est un banquet qui est assez important, à 40 $ seulement. Très bien. Avez-vous aussi un site Web? Il y en a un, oui. C'est le FGBMFI, qui sont les initiales du nom anglais, Full Gospel Businessman Fellowship International. Très bien, parce que là, on a parlé de la convention, mais il y a toutes sortes de choses aussi. Vous avez des déjeuners en dehors de tout. Alors, il faudrait être capable d'aller au moins chercher les dates. Donc, merci beaucoup à vous. Merci. Très intéressant et bonne chance pour la convention. Merci infiniment. Soyez bénis. Ne bougez pas, tout de suite après ces courts messages, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire.
contente de recevoir la Société littéraire de Laval. Bonjour, mesdames. Bonjour. Danielle. Bonjour. Becky. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Il y a toujours des belles activités que vous organisez ou que vous participez. Comme là, par exemple, il va y avoir comme premier sujet le jour du souvenir à la place Claude Léveillé. Premièrement, je ne connais pas la place Claude Léveillé. La place Claude Léveillé, c'est un endroit qu'on veut, un genre de plateforme culturelle qui va être animé de façon ponctuelle et assez régulière par différents comités, groupes et tout ça. C'est la Ville qui a mis ça sur pied. En fait, c'est au pied du Carillon, qui est situé sur la nouvelle Université de Montréal, à Laval. Non, c'est tout nouveau. Oui. Très bien. Et là, l'événement qui va y avoir là-bas, ça va être le jour du souvenir. Et vous participez d'une façon bien spéciale. On vous a demandé d'écrire un poème pour le jour du souvenir. Donc, c'était quoi comme défi pour vous d'écrire un poème un peu sur commande? Tu sais, habituellement, je crois que quand on écrit, on y va avec notre inspiration. Mais là, à ce moment-là, là, si vous avez dû écrire quelque chose parce qu'on vous l'a commandé. Mais les contraintes sont souvent inspirantes parce qu'elles donnent des limites, des balises. C'est comme si on participe à un concours littéraire avec un thème. Bien là, on sait qu'on devra se conformer à ça. Okay. Donc, il y a des avantages à ça, puis ça m'a fait réfléchir à cette question-là. Parce que je me suis dit, comment ça procède? Je me suis rendu compte qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est d'abord, il faut apprivoiser le sujet. C'est pas évident, le jour du souvenir. Bien sûr, on parle de la guerre, là, oui, de la première. C'était la thématique. C'est toujours à partir de la première. C'est sûr que le reste vient se greffer. Mais le premier souvenir le plus douloureux, c'est la Première Grande Guerre. Il faut faire de la recherche, il faut aller voir, il faut faire des appels, il faut réfléchir aussi avec tout ça. Cette recherche-là peut inspirer, bien sûr. Bien sûr, mais elle dérange énormément également. Oui. Parce que quand on va s'enfermer à la bibliothèque avec une tonne de livres, beaucoup de documents, beaucoup de visuels, ça vient brasser beaucoup. Moi, personnellement, ça m'a vraiment secouée. Ensuite de ça, il faut laisser tout ce chaos-là des données s'organiser puis se reposer un peu comme une eau brouillée qui finalement devient claire. Et c'est là qu'il faut laisser accueillir le poème, il faut laisser le poème s'installer. Puis les idées arrivent à n'importe quelle heure. Il faut avoir le crayon prêt. Mais c'était quand même difficile d'avoir comme sujet la guerre. Pour moi, ça a été difficile. Quelqu'un de sensible, là. Ouais. Oui, mais moi, ça a été difficile, mais en même temps, la commande était claire. On voulait pas que ce soit quelque chose de didactique. On voulait pas que ce soit un exposé sur la guerre. Il fallait que ce soit quelque chose qui permette de connecter au niveau émotif. Ça veut dire qu'on peut bien parler de tous les types d'armes et tout, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Non. Et moi, ça m'a dérangé d'autant plus que j'ai un oncle qui est décédé il y a quelques années, qui était un haut gradé militaire, qui est décédé à la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'a jamais été capable d'en parler. Ah oui? Il disparaissait des fois 2-3 jours, puis il revenait. On sait qu'il allait pleurer sa peine, son chagrin, sa grande douleur, son grand tourment ailleurs, mais on n'a jamais su. C'est comme un côté assez mystérieux de tout ça. Ça aussi, ça a dû être inspirant. Oui, surtout que ça m'a pris beaucoup de temps, parce que quand j'étais jeune à l'université, dans mes cours d'histoire, moi, je boycottais toujours la période où on arrivait à visionner des films sur la guerre. Mon professeur le savait, il me laissait partir, je séchais ce cours-là, puis je revenais. J'étais très peace and love, puis je pouvais pas imaginer, puis j'avais une sainte horreur de ça. Et finalement, je me suis rendu compte à 51 ans du grand désarroi, de cette grande plaie vive qu'on charrie tout le temps. Mais il faut se la rappeler. Puis à chaque conflit qui en finit plus, ça nous réveille, cette menace, ce grand bobo-là. Juste de vous en entendre parler, je suis certaine que le poème va être vraiment touchant parce qu'il va nous toucher là, dans la façon que vous l'expliquez. Bien, merci. J'ai hâte de voir ça. Il va être dévoilé, là, justement, pendant l'événement. Oui. Donc, l'événement va avoir lieu, c'est à la place Claude Léveillé, le 11 novembre? Le 11 novembre. Précisément, OK. Oui, et à 11h11. Oui. Oui. Oh, oui, wow. Et il y a toute une structure derrière ça, parce qu'évidemment, le carillon de la place Claude Léveillé est animé, c'est-à-dire qu'on va entendre, je vais vous montrer très rapidement. J'ai pas le droit de le faire, là, évidemment, fait que je le montre rapidement. Primaire. Oui, primaire. Oui. Jour du souvenir, ça, c'est la partition musicale du carillon pour le jour du souvenir de Louis Babin. Ça a été extraordinaire de travailler avec cet homme-là, que je connaissais très vaguement de réputation, mais à tous les gens à qui j'en ai parlé, m'ont tous dit « Mon Dieu, tu travailles avec Louis Babin, sais-tu qui c'est? C'est un immense musicien extraordinaire. » Mais je me suis dit, c'est un cadeau que la vie me fait.
me permettre, moi, Leslie Piché, poète, de travailler avec cet homme-là. Quelle belle collaboration. Ça a été extraordinaire. Deux personnes talentueuses. Ça a été extraordinaire parce qu'il était très ouvert, très généreux de sa démarche. Je lui ai envoyé un poème, il a retenu un vers qui l'a inspiré. On s'est échangé, on s'est communiqué. À un moment donné, j'ai dit, Louis, j'angoisse parce que il dit, c'est correct d'angoisser, tu vas voir, c'est très nourrissant. Ça m'a confortée. J'ai écouté sa version musicale, je me suis installée, j'ai regardé, j'ai essayé de lire ce que j'avais. Ça a vraiment été extraordinaire. Ah, c'est super! C'est une composition qui va être jouée au carillon, donc par des cloches. Oui, Et oui. c'est extérieur, la place Claude Léveillé. Ça va être On ne l'a de pas toute mentionné. beauté. Oui, ça va être pour rappeler les carillons qui ont tous sonné quand ça a été le jour de l'armistice. Ah, vous me donnez des frissons! Et ça va, la musique va être reprise à toutes les heures et 11 toute la journée. Oui. Wow! Parfait. Et ensuite, notre deuxième sujet, Oui. Daniel. Alors, comme vous avez souvent au Café Signet du Vieux-Sainte-Rose des événements, Oui. Et là, vous en avez un en partenariat avec l'Association des auteurs de Gatineau. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un partenariat avec un autre groupe d'auteurs? C'est la deuxième année que la Société littéraire de Laval organise un partenariat avec une association d'auteurs, mais cette année, on a même rajouté une deuxième association. Oui. Donc, l'année dernière, on avait fait un premier partenariat avec l'association de Gatineau, de l'Outaouais, donc. Deuxième expérience. Nous allons recevoir le 23 novembre 2012, là, incessamment, 2 auteurs de Gatineau pour notre micro ouvert. C'est donc une nouvelle formule de micro ouvert avec OK. 2 invités, 2 poètes invités. Habituellement, c'est un invité. C'était seulement... Non, habituellement, c'était uniquement un micro ouvert. OK. Mais depuis l'automne, c'est notre 3e expérience et c'est vraiment intéressant. OK. On ajoute 2 invités avec lesquels les gens peuvent échanger. On a Daniel Paradis, qui est un habitué de notre revue Brel littéraire. Il avait déjà publié 5 fois avant d'être lauréat de du concours de poésie de la Fondation Lavalloise des Lettres. Pour vous faire un petit rappel, son texte avait paru dans ce numéro. Oui. Un texte de prose, mais il est également poète et c'est de la poésie qu'il va venir nous lire. Le deuxième invité, Daniel Leblanc-Poirier, c'est un Acadien, mais qui a vécu beaucoup en Outaouais, et qui actuellement est surtout à Montréal, à New York, globe-trotteur. Et d'ailleurs, il lance ce soir un 2e recueil de poésie à Montréal, au Grillon Bar Salon. Ceux qui ne pourront pas l'entendre ce soir auront donc une 2e chance de découvrir ses nouveaux poèmes. Vous avez fait une belle accueil. Au Café Le Signet. C'est bien. Le Café Le Signet, c'est situé au 295 boulevard Sainte-Rose, au coin du Curie-Labelle. OK. Si on veut manger en compagnie des invités avant, on arrive vers 6 heures. Le Café Le Signet nous prépare d'excellents menus, entre 9 et 15 $. Raisonnable. Très raisonnable et délicieux, vraiment. Oui. Et la soirée commence à 7h30 et c'est gratuit pour les lectures. Ah, Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens qui viennent lire leurs textes au micro ouvert, et parfois c'est la toute première fois qu'ils font une lecture en public, eh bien, ils ont la chance d'être publiés dans notre belle revue. Ah, donc Parce que dans- vous allez être là parce que Je vous êtes suis la là en présidente. titre de directrice littéraire de la revue. D'accord. Et là, si vous entendez quelque chose de... Voilà. D'ailleurs, nos invités font partie du jury avec moi. Et à la fin, on se réunit et on détermine les textes qui sont intéressants pour publication. Au besoin, on ajoute même un travail éditorial avec un auteur. Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut dire que quelqu'un qui lit pour la première fois ou qui n'a jamais publié, Oui. on peut découvrir un talent, mais il peut bénéficier d'un certain travail avec des auteurs reconnus. Et on offre ça. Donc, un talent brut, vous allez pouvoir peut-être l'aider, le guider. Oui. Oui. Exactement. Et Super. ça arrive en général à chaque parution de numéro, on a fait un travail avec 1 ou 2 auteurs fois, qu'on c'est- aura découvert au micro Oui. ouvert. Et des fois, c'est juste un petit passage qu'on questionne. Et là, l'auteur est obligé de se questionner également, puis finalement, réalise que, oui, c'est vrai, j'aurais pu, ou je devrais, ou... C'est excellent. C'est le seul micro ouvert à notre connaissance qui offre une véritable possibilité d'être publié. C'est une porte d'entrée, possiblement. Oui, absolument. C'en est C'est réellement ça. une. Oui, On est très oui. fiers de pouvoir offrir cette Et là, chance-là. puisque je vous ai pas vu, bon, de Oui, l'été, ben, je vais le il y a donner. le nouveau... Oui. la nouvelle édition. C'était le numéro de l'été. Le numéro de Un très beau numéro dans lequel on a ajouté une section très intéressante qu'on a appelée Mots sur image.
Ah, donc il y a des... D'ailleurs, Leslie a participé à cette section. Leslie a participé. Je l'ai ouvert au hasard. Vous voyez, je suis tombée sur elle. C'est assez intéressant. Et en plus, c'était avec mon cousin. C'était un beau projet, ça. Ça a été vraiment... Qu'on a présenté à la Société littéraire. Il faut vraiment venir à nos événements parce qu'il y a toujours des surprises. Hein? C'est un graffiti qui a été écrit. En fait, ce magnifique graffiti, c'était un poème de Leslie et son cousin a fait un film d'art qu'on a présenté et on a fait un petit résumé, une petite présentation de ce film-là dans notre revue. On a d'autres artistes. Vous voyez, c'est toute la question de l'intégration des mots dans l'image. OK. Et on essaie vraiment de développer cet aspect-là. C'est intéressant. C'est super intéressant. Donc, pour se rendre au Café Signet, c'est le vendredi 23 novembre. Oui. Et pour l'événement du Jour du souvenir, le 11. Les deux, pour participer, là, vous nous avez dit comment faire pour le Café du Signet. On téléphone au Signet, on réserve pour le repas. OK. On réserve pour le tour de lecture qui est gratuit parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. On réserve comment? Par téléphone, en téléphonant au Signet 450-625-1222. OK. Et il faut participer au Jour du souvenir. Présentez-vous tout Ça va être un simplement très, très sur grand la place de C'est à l'Université de l'extérieur. Montréal. C'est sûr que c'est protocolaire. On parle quand même de souligner l'armistice, qui est l'arrêt des hostilités lors de la Première Guerre mondiale, donc 14-18. Très bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous avoir en studio. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait plaisir. Bonne chance pour Merci, les événements, bonne merci. chance pour le dévoilement du poème. À bientôt. Merci. Bonjour à M. Sylvain Michaud. Bonjour. Bonjour, du Théâtre d'art lyrique de Laval. Et vous êtes ici pour nous présenter quelques événements, Oui. dont dimanche prochain, le 4 novembre, il y aura un concert midi. Donc, c'est un concert midi avec notre artiste invité, notre soliste, Eugène Dracovoicu, qui est un baryton. Il va nous présenter plusieurs leaders de Schumann. Il va faire quelques airs d'opéra accompagné de son épouse. Quand vous dites un baryton, parce que moi, je ne sais rien de la OK. musique... Bien, baryton, en fait, c'est la voix médium de l'homme. OK. Donc, plus bas, il y a la basse. OK. Et plus haut, il y a le ténor. Ah, OK. Donc, c'est un petit peu un intermédiaire, un médium. OK, je comprends. Donc là, il va faire un spectacle accompagné de son épouse qui chante aussi? Non, elle chante pas, elle est au piano, elle. Ah, wow! Oui, donc ça fait un beau duo. Est-ce que c'est un spectacle, vous dites midi, donc c'est avec un dîner? C'est ça, donc un petit dîner. Donc, on sert aux gens des croissants, du fromage et des raisins, café et jus d'orange inclus. Donc, tout ça pour seulement 10 $. Donc, Wow. puis Avec le spectacle aussi? oui, avec le spectacle inclus. Wow! Donc, en même temps, ça fait une pratique pour le soliste pour ses futures auditions, puis Oui. une façon de présenter à la scène. Est-ce que c'est un soliste qui est bien connu? Au Canada, il n'est pas encore bien connu parce qu'il vient d'arriver, mais il a fait plusieurs années à Bucarest avec l'Opéra de Bucarest national. Donc, il y a plusieurs années. Star en montant. Oui, star en montant. Et c'est ça. Comme je vous dis, il est plus connu dans son pays d'origine, mais il Son vient. pays d'origine qui est? Il est roumain. Les Roumains, très Oui. bien. Alors ça, ce sera le 4 novembre. Et pour participer, on fait comment? Vous appelez au 450-687. 30-22. 30-22, parfait. Et il y a un autre événement aussi, vers la fin du mois de novembre. Oui, là, c'est une grosse production du mois de novembre, le 23 et le 25 novembre. Présenter La Grande Duchesse Oui, c'est ça, La Grande Duchesse de Jacques Offenbach. au théâtre Marcelin Champagnat. Oui, c'est ça, au théâtre Marcelin Champagnat. Le vendredi, c'est à 20h et le dimanche, c'est à 14h. Alors, on peut s'attendre à quoi, là, ce spectacle? Un opéra très comique, très dynamique, avec beaucoup de solistes. Donc, une belle façon d'initier les gens à l'opéra, là, parce que Oui. ça va être comique, ça va bouger. Oui, c'est ça, c'est ça, bouger, c'est léger, c'est en français en plus, donc il n'y a pas l'intermédiaire de la langue. Donc, pour la personne qui connaît un petit peu moins, c'est déjà un obstacle de moins. Oui, ben, moi, j'ai été une fois dans un opéra, où c'est un opérette pour moi, de la différence. Mais c'était en italien, puis je trouvais ça intéressant, mais après 1h30, je trouvais ça long. Là, Non, c'est sûr que ça fait un obstacle de plus quand on ne connaît pas la langue. C'est ça, les décors sont beaux, les costumes sont beaux. Habituellement, c'est beau à écouter aussi, mais quand on ne comprend pas tout à fait les subtilités du texte, ça bloque un petit peu. C'est la première fois que j'entends parler de quelque chose là, en français, là, parce que c'est comme je vous dis, je connais rien de tout ça, là, mais ça va être vraiment intéressant.
Et le théâtre d'art lyrique va avoir aussi une tournée en France? Oui, avec l'opéra de M. Sylvain Cook, qui est notre directeur musical, on va la créer en fait au mois la fin avril, encore au théâtre Marcellin Champagnat. Oui. Et par la suite, en juillet, on va faire une petite tournée en France pour produire et la faire connaître à l'Europe. D'accord. Donc, pour avoir des billets là, pour la Grande Duchesse, est-ce qu'on s'y prend de la même façon? Oui, exactement, la même façon. Donc, au 450-687-3022. Et je me demandais si vous avez aussi un site web? Oui, c'est le théâtre www.théâtreall.com. Donc, sur le site web, on peut avoir toutes les informations. Mais là, je suis curieuse, là, je vous écoute parler depuis tantôt, puis j'ai l'impression qu'il y a une voix là-dedans. Oui. Vous chantez? Oui, je chantais. Je fais partie des choristes pour l'instant. Peut-être on verra pour un petit rôle un peu plus tard. Je suis des cours de chant. Mais pour l'instant, je fais partie de la belle équipe de choristes et des solistes qui vont faire les 3 productions de l'année. Mais ça fait longtemps que vous chantez? Bien, pas chanter directement, mais j'ai tout le temps été musicien. J'ai commencé avec le piano classique. OK. Mais là, le chant, je viens de changer de domaine pour aller un peu plus... Intéressant. Oui. Mais là, vous parliez tout à l'heure des niveaux, là, comme votre invité Eugène, lui, était médium? Oui, c'est ça, baryton. Baryton? Oui. Et vous vous considérez un... Bien, je suis baryton aussi. Baryton. Oui, c'est ça. C'est baryton. Oui, c'est sûr que c'est une des voix les plus populaires chez l'homme. Mais moi, je chante pas pantoute. Non? Ben, vous devriez. On recrute, là, pour la tournée en Europe. Maintenant, je ne vous vendrai plus de billets. Alors, on va pouvoir aller sur le site web pour avoir toutes les informations et bien sûr pour participer à ces beaux concerts. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. On accueille en studio Mme Denise Blanchette. Bonjour. Bonjour. Et on vous félicite aussi parce que vous êtes finaliste du prix Femmes d'affaires du Québec. Oui. Tout un honneur. Et vous avez été nominée pour quelle catégorie? En fait, je suis dans la catégorie secteur public, parapublic, cadre ou professionnel. D'accord. Et il y a combien de catégories pour ce prix? Alors, il y a 9 catégories et 3 finalistes dans chacune des catégories. Donc, il y a 27 femmes au total qui sont reconnues à la grandeur de la province, si vous voulez, par rapport à toutes sortes d'activités. Et là, cette soirée-là a eu lieu le 17 octobre. Oui. Comment vous vous sentiez? Disons qu'au début de la soirée, il y avait pas mal de papillons, parce qu'à travers les 3 finalistes, ils en choisissent une comme lauréate. Alors, donc, c'est toute l'effervescence qui va autour de ça. Bon, c'est pas moi qui ai été la lauréate, oui, mais ça, écoutez, c'est de côtoyer toutes ces femmes-là. Vous savez, c'est une salle de 600 personnes avec 27 finalistes, 9 lauréates et il y a beaucoup d'énergie. C'est une énergie très constructive. Wow. C'est assez extraordinaire. Mais quand même, qu'est-ce que ça vous fait d'être finaliste? Bien, écoutez... c'est vraiment une reconnaissance. On pense pas qu'on peut être reconnu à ce niveau-là à un moment, mais écoutez, j'ai quand même 37 ans de carrière et de pouvoir être présenté, disons, sur la place publique avec toute l'énergie qu'on a mis dans le travail, en éducation, en santé, c'est assez extraordinaire, je vous dirais. C'est vraiment extraordinaire. Et là, comment est-ce qu'on vous a annoncé que vous allez être finaliste ou que vous allez participer à... OK. Bien, on reçoit une lettre. En fait, la démarche, ça part quelque part en juin où il faut décider une couple de mois avant qu'on pose notre candidature. Et en juin, il y a une date de tombée. Et là, ça va à quelque part autour du 17 août avant qu'ils nous avisent qu'on est finaliste. Et on reçoit une lettre, tout simplement. Et moi, je peux vous dire que quand j'ai reçu ma lettre, j'ai fait « Ah, ça se peut pas! » C'était assez incroyable, le moment. Et tu sais, j'ai fait venir les gens qui ont travaillé avec moi là-dessus rapidement. Et c'est ça, tu sais, on dépose un dossier qui est assez important quand même. Parlez-moi plus en détail de la catégorie pour laquelle vous avez été nominée. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Comment est-ce que le jury va décider que vous êtes approprié pour une catégorie plus qu'une autre? OK. Bien, en fait, nous-mêmes, on choisit notre catégorie parce que vous savez, la plupart des autres catégories, c'est toujours de l'entreprise privée avec plus ou moins un taux de somme d'argent impliqué important ou différent, puis la catégorie bénévole ou organisme. Donc, comme je suis directrice générale d'un cégep, c'était assez clair que je m'en allais dans la catégorie public-parapublic. OK? Puis, à partir de là, eux, ils ont un questionnaire. Il y a 6 grosses questions qu'ils posent et on doit répondre très précisément, je vous dirais, mais dans un cadre aussi qui n'est pas très large. Alors, tu sais, je vous dirais en 1
une page et demie, il faut expliquer 37 ans de quelque chose ou la vision, l'impact et tout. Fait que donc, ça demande une grande analyse, une grande synthèse par rapport à ce qu'on a vécu pour pouvoir se rassembler, se ramasser, si vous voulez, puis être capable de diffuser ça, là, comme ça. C'est quelque chose à bâtir. C'est quelque chose. Et qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature? C'est des personnes qui travaillent dans mon groupe de direction, qui sont très près de moi et qui ont dit, écoutez, Madame Blanchette, ça fait plusieurs années que vous investissez, vous nous accompagnez, et nous, on pense que ce serait bon pour vous, là, vous le méritez. Donc, préparez. Alors, et ils ont donné toute leur aide aussi à monter le dossier. Donc, c'était une reconnaissance d'abord à l'interne, parce que moi, je viens d'être renouvelée dans un mandat de directrice générale. Vous savez, être directrice générale d'un collège, bon, j'avais un mandat de 5 ans. J'ai été renouvelée pour un autre 5 ans. Donc, c'est à l'intérieur de tout ça qu'ils ont dit, bien là, ça vaut la peine de sortir sur la place publique puis pouvoir démontrer, là, c'est qui notre DG de notre collège. Et ça, quand vous avez écrit la lettre, c'est une lettre de 2 pages, c'est ça? Ah bien, c'est-à-dire qu'on répond à 6 questions. Donc, c'est 6 fois à peu près une page, si vous voulez, dans toutes sortes d'angles. Là, moi, je vais vous le demander. En fait, dans votre carrière, là, vous avez 37 ans de carrière. De quoi êtes-vous fière? Quels ont été vos accomplissements? Quand on fait la synthèse de tout ça, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on défend toujours un peu la même chose. Hein. Moi, j'ai travaillé en éducation et en santé. Pour moi, l'éducation, c'est extrêmement important. Donc, tout le travail qui a été fait au collège ou ailleurs est toujours dans le sens d'améliorer le sort des étudiants, si vous voulez. Oui. Toujours que l'expérience au niveau collégial, qui est à l'enseignement supérieur, soit une expérience positive qui va permettre aux jeunes de se dépasser, d'apprendre sur lui, d'aller plus loin. Donc, pour moi, là, par exemple, si je prends le Collège Montmorency, bien, on a travaillé fort, par exemple, pour rénover notre collège. Ça, c'est une des choses. On a eu un agrandissement puis une rénovation. C'est 30 millions d'investissements. Vous avez géré tout ça? Oui, on a géré tout ça dans les 5 dernières années. Là aussi, c'est notre plan stratégique. Dans notre plan stratégique, il y a 4 axes. L'internationalisation des programmes, l'internationalisation de l'institution. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que vous avez eu un peu la profondeur de ce qu'on peut y faire. Oui. Il y a le développement durable. Donc, on a tout un comité qui est axé sur l'amélioration de nos attitudes, de nos comportements par rapport au développement durable, les technologies de l'information, où on a un portrait, où on souhaite que les étudiants qui terminent aient un portrait des habiletés connues et reconnues, et le français. Donc, la qualité de la langue française, qui est un grand soutien. Et là, pour vous rendre où vous vous êtes rendu en ce moment dans votre carrière au sommet, vous avez commencé où? J'ai commencé, d'abord, j'ai été bachelière en soins infirmiers. Donc, moi, j'étais une infirmière bachelière au départ, qui a enseigné pendant 15 ans dans les collèges, différents collèges de la province. Après, je suis allée travailler comme cadre dans le réseau de la santé. J'ai travaillé comme cadre dans le réseau des commissions scolaires. Après, j'ai travaillé comme directrice des études au Cégep de la Gaspésie et des Îles, directrice des études au Collège Montmorency et directrice générale dans les 5 dernières années. Tout un parcours. Et là, ma question, ce petit bijou, vous le placez où chez vous? Bien, là, actuellement, il est dans mon bureau. Hein, oui, parce que ça va avec... c'est la reconnaissance de la femme professionnelle, mais aussi de la femme que je suis. Ça, il faut voir aussi que... tu sais, moi, j'ai un bagage aussi au niveau du syndicat, des organismes communautaires. Alors, j'ai œuvré un peu partout comme femme. Donc, c'est au bureau, c'est sur la tablette de toutes les volets. Femme d'affaires, donc, oui, dans exactement, son bureau. Exactement. Bien, encore une fois, félicitations. Tout un honneur de vous recevoir. Bien, et merci. Je sais que j'entends beaucoup de vos collègues là, qu'ils sont très fiers de travailler au Collège Montmorency. C'est un très, très beau cégep. Alors, merci beaucoup à vous. Bien, félicitations encore une fois et bonne journée. Bien, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. On retrouve Stéphanie Vandelac. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, t'as passé une belle été? Oui, un super bel été. Il a fait beau, plein de spectacles. Et toi? Oui, une très belle été aussi. Et là, on a encore plein de spectacles à l'affiche. Avec toi, on va parler de tout ce qui s'en vient. Musique, humour, théâtre. Commençons maintenant avec ce qui s'en vient bientôt en musique. Oui, en musique, on a un spectacle exceptionnel qui s'en vient en décembre. Ça va être Diane Dufresne et les violons du roi à l'église Sainte-Rose. Un spectacle qui va certainement être grandiose.
chose. Là. L'église est bicentenaire. Je ne sais pas si les gens sont familiers avec cette église-là. C'est vraiment une très, très belle église. Et puis, Diane Dufresne, avec ses costumes flamboyants, là, va être là dans l'église. Un super beau spectacle, assurément, là, au début du mois de décembre. Sinon, en musique, on a aussi Angèle Dubeau et La Pietà qui vont être à la fin novembre du côté du théâtre Marcelin Champagnat avec un spectacle inspiré de son dernier album dans lequel elle fait de la musique de jeux vidéo. Donc, pour ceux qui sont familiers avec les jeux vidéo, Final Fantasy, Angry Birds, c'est tout revisité avec les violons d'Angèle Dubeau et La Pietà. Donc, assurément, un spectacle à ne pas manquer. Et à la salle André-Mathieu, qu'est-ce qui s'en vient bientôt au mois de novembre? En novembre, à la salle André-Mathieu, beaucoup de spectacles en musique. On a aussi beaucoup d'humour. Écoutez, je pourrais tout vous les nommer, là, mais on a Daniel Lavoie, Zachary Richard, du côté de l'humour, Pierre Hébert, les Denis Drolet. Et en théâtre, on a aussi Ils se sont aimés avec Annie Villeneuve et Stéphane Roy qui s'en vient en décembre. Ça promet. Oui, exactement. Bien, en fait, pour les fans d'Annie Villeneuve qui l'aiment en chanson, là, on sait qu'elle est très, très, très talentueuse, mais on a aussi découvert ses talents de comédienne à travers cette pièce-là. Donc, oui, vraiment avoir une belle comédie. Là, j'aimerais en profiter avec toi de parler des spéciaux qui vont être là pour Noël. Hein? On sait qu'on va avoir plein des spéciales pour les spectacles. Là, hein? Oui, exactement. Donc, le temps des fêtes s'en vient. C'est le temps de se gâter et de gâter les autres aussi. Ben oui. On va avoir plein de forfaits disponibles, autant en humour, en théâtre, en chanson, pour tous les goûts. Dès le 17 novembre, ça va être publié. Vous allez avoir un encart là, dans le Courrier Laval, entre autres. Donc, surveillez vos journaux. Sinon, là, vous pouvez appeler à la billetterie ou aller sur le salleandrémathieu.com à partir du 17 novembre pour tous les détails. Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop, peut-être une idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme spécial? Écoutez, c'est des forfaits là, qui incluent soit 2 ou 3 spectacles pour des rabais là, qui peuvent aller jusqu'à 30 ou même 40 % de rabais là, sur le prix régulier des billets. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là. Soit qu'on prend un forfait, puis on se garde une paire pour nous, puis on offre les 2 autres, par exemple. Donc, ça peut toujours être le fun. C'est une très bonne idée. Ouais. Et puis, pour 2013, qui s'en vient déjà bientôt, on se croise les doigts, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'on a au programme? On a beaucoup, beaucoup de nouveautés en 2013. On est très, très heureux d'accueillir, entre autres, le nouveau spectacle de Rachid Badouri. Aussi, Laurent Paquin, Réal Bélan, Dominique et Martin. Il va y avoir aussi Marie-Mé qui va être de retour. Donc, oui. beaucoup, beaucoup de nouveautés en 2013. On a aussi le retour des Belles Sœurs, la comédie musicale. Ils sont allés en France récemment, un gros, gros succès là-bas aussi. Ils reviennent au Québec, donc à voir et à revoir. Là, vraiment un super spectacle. Est-ce que tu as vu ce spectacle-là? Absolument. J'ai acheté le CD. Je chante les chansons dans mon auto, mais ça, il ne faudrait pas que je le dise. Hein? Non, parce que là, je vais falloir que je te demande de chanter. Il ne faut pas faire ça. Non, c'est ça. Mais c'est tellement un beau spectacle. C'est tellement festif, vraiment, vraiment à voir. Alors, juste pour dire qu'elle aime vraiment ça. Ouais. En tout cas, j'y serai. J'espère que vous y serez aussi. Stéphanie, ma partie préférée, la scène 14-25, des bons concerts. Absolument. Je suis contente que ce soit ta partie préférée. Ça me tient beaucoup à cœur aussi. La scène 14-25, c'est une super belle programmation. On a beaucoup de shows qui s'en viennent, qui risquent de plaire à plein de monde. On a ce vendredi, Death from Above. C'est complet, mais j'en parle parce que ça va être un excellent spectacle. Donc, pour ceux qui ont des billets, les chanceux qui en ont, ça va être vraiment un événement. 350 personnes en studio-théâtre, tout le monde debout. Ça va être vraiment un bel événement. Le lendemain, on a Dumas aussi en studio-théâtre, qui est en tournée présentement. Dumas, qui va revisiter les chansons là, de plusieurs de ses albums. On sait qu'il en a sorti pas mal, beaucoup les derniers temps. Donc, Dumas, ce samedi. Sinon, on a aussi Bernard Adamus qui s'en vient avec la tournée de son dernier album qui s'appelle Numéro 2, qui est conséquent avec le brun qui était le premier. Donc, très, très hâte de voir Bernard en spectacle. Son plus récent album est vraiment intéressant. Donc, voir ce que ça va donner sur scène, là, on est super curieux, très hâte de voir ça. Sinon, à la fin du mois, on a un artiste qui s'appelle Kim Churchill. C'est un artiste australien. Un beau gars, d'ailleurs. Le petit blond, ça, hein? Ouais. Tu vas être là. Un super beau spectacle. Il fait du folk un peu. C'est vraiment intéressant. Il est multi-instrumentiste sur scène, donc il joue de tout à la fois. Il chante un beau spectacle en perspective, pardon. Moi, je vais peut-être aller voir ça parce que, pour être honnête avec toi, j'ai été regarder un vidéo puis j'ai trouvé ça bien. Donc, tu vas peut-être me voir là-bas. Excellent. Sinon, tu vas être au spectacle de Bernard Adamus? Absolument. Et puis, je serai aussi à Patrick Watson en décembre. La salle est presque complète aussi. Ah oui, il en reste plus beaucoup? Il en reste plus beaucoup. Faut faire vite. Un super beau spectacle de Patrick Watson ici en décembre. Et sinon, après Noël, donc peut-être à offrir en cadeau de Noël, Louis-Jean Cormier qui a sorti son projet solo. Louis-Jean Cormier qui l'est toujours, mais Carquois est en pause. Le
groupe Carquois est en pause. Donc, Louis-Jean a parti un projet solo et maintenant en tournée au Québec. Il sera de passage chez nous en février. Ah, ben c'est bon à savoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et c'est ainsi que se termine cette émission de Laval en bref. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à nos collaborateurs et bien sûr à la Ville de Laval. Si vous désirez soumettre votre commentaire ou opinion, vous pouvez le faire par le web à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer une excellente semaine et à la semaine prochaine.